Le 30 novembre 1942, la force navale américaine au large de Guadalcanal fonça droit sur une flotte japonaise et l'aborda avec la confiance d'un équipage habitué à écraser tous ses adversaires. Les croiseurs américains détenaient tous les avantages, radar, supériorité numérique, puissance de feu écrasante. Ils repérèrent même l'ennemi en premier. Confiant au point de la négligence, l'amiral Wright ordonne un tir concentré sur le navire le plus proche, le Takanami. Le bâtiment japonais s'embrasa sous la grêle combinée de 48 obus de 203 et 152 mm. Les Américains continuèrent à pilonner, étouffant le navire qui coulait dans une tempête de tirs excessifs. Mais pendant ce temps, d'autres destroyers japonais se glissèrent dans l'obscurité. Utilisant leur légendaire habileté de combat nocturne, ils contournèrent la ligne américaine et se positionnèrent parfaitement pour tirer. Une vigie de l'USS Minneapolis hurla « Torpille bâbord !» Mais c'était trop tard. Le succès dépend de plus que du nombre ou de la puissance de feu. La préparation et les bons outils font toute la différence. Le 30 novembre 1942, la campagne de Guadalcanal était devenue un abattoir. Pendant 4 mois, Américains et Japonais avaient transformé les eaux autour de cette île maudite en détroit de fer, ainsi nommé à cause des dizaines de navires de guerre rouillant sur le fond marin. Les Japonais étaient désespérés. Leurs troupes sur Guadalcanal mouraient littéralement de faim, survivant avec de l'herbe et des racines. La puissance aérienne américaine depuis Henderson Field rendait le ravitaillement de jour impossible. Alors, le contre-amiral Raizo Tanaka créa l'Express de Tokyo, une série d'incursions rapides de destroyers sous couvert d'obscurité. Les Américains l'appelaient la course des rats. Des destroyers rapides filaient dans le chenal, larguaient des vivres dans des fûts flottants au large de la pointe Tassafaronga et fuyaient avant l'aube. Ça marchait trop bien. En fait, l'amiral Halsey voulait que ça s'arrête immédiatement. Pour y parvenir, la force navale 67 fut assemblée le 27 novembre à Espiritu Santo. 5 croiseurs, 4 destroyers. Les Américains planaient après la bataille navale de Guadalcanal 2 semaines plus tôt, où ils avaient stoppé une offensive japonaise majeure. Ils avaient plein de raisons d'être confiants. Ils étaient bien équipés. Ils avaient le radar, une puissance de feu écrasante. Le moral était au plus haut. Quelques destroyers japonais livrant de la nourriture à des fantassins affamés n'étaient pas de taille face à eux. L'amiral Carleton Wright se tenait sur la passerelle du Minneapolis, étudiant son plan de bataille. Ce devait être sa première opération majeure après avoir été nommé à la division de croiseurs 4. Wright n'avait jamais mené de bataille de surface nocturne. Ces navires n'avaient jamais combattu ensemble. 2 destroyers avaient rejoint la force navale ce jour-là sans temps pour les briefer. Mais Wright ne s'inquiétait pas. Ces navires bristelaient du dernier radar SG. Les Japonais naviguaient à l'aveugle dans l'obscurité, longeant le littoral de Guadalcanal. La voix de l'opérateur radar résonna à 23h06. Contact 20 et 1 000 mètres, cap ouest. Wright se permit un mince sourire. L'Express de Tokyo naviguait droit dans son embuscade. Sous le pont, le matelot électricien Harold Scott chargeait des obus éclairants sur l'USS New Orleans. Les Japonais n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Pour éviter de gâcher la surprise, l'équipage avait l'ordre strict de ne pas alimenter les projecteurs. Ils n'en auraient pas besoin. Le radar guiderait leurs canons cette nuit. Mais ce n'était pas que des transporteurs de vivres. Tanaka avait récemment donné à ses capitaines des ordres mis à jour. Dans un tel cas, tous les efforts seront faits pour détruire l'ennemi sans considération pour le déchargement des vivres. Son destroyer, le Naganami, ne transportait aucun vivre, juste une cargaison complète de torpilles. Ses équipages faisaient l'Express depuis des mois, combattant et survivant dans ces eaux. Ils connaissaient le combat nocturne. À 23h15, le commandant William Cole sur le destroyer Fletcher signala urgemment « et une position favorable pour tirer les torpilles ». Wright hésita, le moment parfait s'échappait. Cole signala encore. L'ennemi virait. 3 minutes passèrent. 4, 5. Finalement, il donna l'ordre de larguer les torpilles. C'était trop tard. La colonne japonaise avait déjà commencé à virer. 15 torpilles américaines filèrent dans l'eau vide, leur sillage visible trahissant leur échec. Les Américains venèrent de rater leur embuscade sur 8 destroyers. Peu importait. Ils avaient les canons pour finir le travail. Wright fulminait de l'échec de ses torpilles. À 23h23, il donna un ordre précipité qui trahissait sa frustration. « Ouvrez le feu !» La nuit explosa. 5 croiseurs américains déchaînèrent l'enfer sur le destroyer japonais le plus proche,
le Takanami. Des obus éclairants explosèrent au-dessus, transformant l'obscurité en jour dur et vacillant. Les obus de 203 mm pleuvaient. Le spectacle pyrotechnique semblait victorieux et grandiose, mais c'était une erreur massive. Clarence Thibodeau sur l'USS Pensacola rappellerait plus tard avec amertume: tous les 5 croiseurs de notre flotte concentrèrent leurs tirs sur une seule cible, laissant le reste des navires ennemis manœuvrer librement contre nous. Le Takanami se brisa spectaculairement. Il brûla, explosa et emmena presque tout son équipage au fond. Les Américains continuèrent à tirer, hypnotisés par la destruction de leur cible. Un commandant moindre aurait déclenché un tir de riposte dans la panique. Mais tandis que les artilleurs américains se fixaient sur un navire mourant, le capitaine Torajiro Sato, commandant la colonne japonaise principale, exécuta un demi-tour parfaitement discipliné. Les croiseurs américains, aveuglés par leurs propres éclairs de bouche et l'éblouissement des obus éclairants, avaient complètement perdu la trace de ces 7 fantômes. À 23h27, les Japonais lancèrent leur riposte. 44 torpilles longue lance de type 93, projectiles à oxygène avec des ogives de 820 kg qui pouvaient atteindre 18 000 mètres avec presque aucun sillage visible. Les Américains ne savaient même pas que ces armes existaient. Une minute plus tard, une vigie sur le Minneapolis repéra une traînée dans l'eau. Trop tard. 2 longues lances frappèrent le navire amiral. La première arracha toute sa proue, 37 mètres d'acier, se décollant comme du papier, pendant par du métal tordu. La seconde détonna dans sa chaufferie. Carburant et munitions explosèrent en colonnes de flammes. Juste derrière, le New Orleans essaya d'éviter l'épave de son navire amiral quand une lumière blanche jaillit dans l'obscurité. Une torpille me trouva ses soutes avant. Tout devant la tourelle numéro 2 cessa simplement d'exister. Un quart du navire se vaporisa en un instant aveuglant. L'enseigne James Edwards eut à peine le temps d'un tir. La proue explosa et flotta à côté du navire. 1,2 mètre d'eau inonda les ponts exposés. 183 hommes périrent instantanément, incluant l'officier de sécurité Hubert Hatter, qui donna son masque à gaz à un marin junior et perdit sa vie à son poste. L'USS Pensacola, virant pour éviter les épaves en feu de vent, présenta toute sa silhouette contre les flammes, une cible parfaite. Thibodeau rappela le moment exact où une longue lance le trouva. Le pont se souleva comme un ascenseur montant. On aurait dit d'énormes séquoias qui craquaient et tombaient. Du carburant enflammé jaillit vers le ciel, transformant le pont arrière en brasier. Les obus de 203 mm dans la tourelle numéro 3 du Pensacola commencèrent à exploser un par un. Plus d'explosions éclatèrent, tandis que 125 marins disparurent dans les flammes. En quelques minutes, 3 des 5 croiseurs américains coulaient ou étaient paralysés. Le radar sophistiqué, la puissance de feu écrasante, la confiance suprême, tout était sans signification contre un ennemi qu'ils avaient catastrophiquement sous-estimé. Juste avant minuit, l'amiral Wright, réalisant qu'il n'était pas en état de commander, passa le commandement de son Minneapolis brisé au contre-amiral Tisdale sur l'Honolulu. Au même moment, 2 autres longues lances trouvèrent l'USS Northampton. L'observateur britannique lieutenant William Lamb se tenait près du capitaine du Northampton. « J'ai vu les traces de torpilles. Nous ne les avons pas vues jusqu'à ce qu'elles soient trop proches. » Le croiseur de 9000 tonnes perdit immédiatement la puissance, gita fortement et commença à chavirer. La discipline tint même tandis que le Northampton coulait. Les hommes à la poupe en feu attendirent les ordres d'abandon du navire avant de sauter. En 30 minutes, il chavira et disparut. Le seul navire américain perdu totalement. Mais les 4 autres croiseurs étaient effectivement détruits comme unités combattantes. Des centaines d'Américains luttaient dans l'eau brûlante couverte d'huile. Thibodeau passant près du Minneapolis et du New Orleans en flammes pendant la bataille, je pouvais entendre leurs équipages hurler et se battre pour leur vie. Nous n'avions pas le temps de répondre. L'aube révéla l'ampleur du désastre. Près de 400 marins américains furent perdus ou blessés. 4 des 5 croiseurs furent mis hors de combat en simples minutes. Le destroyer Takanami représenta la seule perte japonaise, un navire contre 5. L'amiral Samuel Cox classerait plus tard Tasafaronga parmi les défaites les plus ignominieuses de l'histoire de l'US Navy, dépassée seulement par Pearl Harbor. L'US Navy avait tous les avantages: radar, puissance de feu, surprise et gâcha tout par hésitation, mauvaise coordination, fixation sur la cible et arrogance pure.
Ils avaient complètement sous-estimé les compétences de combat nocturnes japonaises, leurs torpilles à longue lance et leur discipline sous le feu. Comme l'historien Richard Frank le nota, la contre-attaque à la torpille du capitaine Sato fut l'une des performances les plus professionnellement habiles de tout commandant de destroyer de la marine impériale de la guerre. L'hésitation de l'amiral Wright, ces minutes fatales, transformèrent une embuscade en catastrophe. Son équipe improvisée de navires qui n'avaient jamais combattu ensemble s'effondra sous pression. L'ajout tardif de 2 destroyers sans briefing ajouta seulement le chaos. Les conséquences apportèrent des changements immédiats. L'amiral Halsey, furieux de la défaite, retira les croiseurs lourds des eaux confinées d'Iron Bottom Sound. L'entraînement au combat nocturne s'intensifia. La marine commença finalement à comprendre la menace longue lance qu'elle avait rejetée comme impossible. Ironiquement, la force battue de Wright accomplit une chose. Pas un seul fût de vivres japonais n'atteignit le rivage cette nuit-là. L'amiral Tanaka avait gagné la bataille, mais échoué sa mission. En quelques semaines, le Japon évacuerait entièrement Guadalcanal. Mais la leçon était claire, ne jamais sous-estimer son ennemi. L'US Navy avait appris cela de la manière la plus dure possible à travers les vies de 400 marins et la quasi-destruction d'un escadron de croiseurs entier en moins de 20 minutes. Comme Tanaka lui-même le réfléchit, les Japonais pouvaient gagner des batailles, mais pas la guerre contre un ennemi qui apprenait de ses erreurs. Les Américains n'oublieraient jamais la nuit des longues lances. Et plus jamais ils n'entreraient en bataille avec une telle surconfiance dangereuse.